Ouais, bien, merci à tous pour votre présence sur ce webinaire qui sera dédié donc, au numérique responsable. Il sera animé par Anne-Laure Guilleneuf et Yves-Gaël Chény. On organise ce webinaire donc, conjointement entre le MFQM Pays de la Loire et ADN Ouest. Donc, Yves-Gaël présentera tout à l'heure ADN Ouest. Pour ma part, donc, je suis Delphine Fouché, je travaille pour le MFQM. C'est un réseau d'entreprises qui rayonne sur la région Pays de la Loire et qui compte 200 adhérents à peu près. Donc, ce sont aussi bien des entreprises du secteur privé que des établissements publics. Et nous avons pour vocation d'organiser des temps forts de partage de bonnes pratiques et d'expériences sur tout ce qui touche aux thématiques du management. Donc, on aborde les thématiques, par exemple, de la qualité de vie au travail, la gestion d'équipe, l'amélioration continue, la qualité, la RSE, etc. Donc, on a un programme d'action qui couvre toute l'année 2021. Donc, vous pouvez aller le visionner sur notre site internet. Il y a plusieurs rencontres qui sont déjà programmées, évidemment. Et puis, les webinaires seront programmés au fur et à mesure de l'année en fonction des thématiques que nous ferons remonter nos adhérents. Voilà. Donc, merci en tout cas ce matin pour votre présence. Yves-Gaël, je vous laisse présenter ADN et puis après, vous pourrez enchaîner pour vous présenter chacun. D'accord. Merci. Donc ADN Ouest, c'est une association qui est basée à Nantes. C'est le plus gros cluster du numérique. Il représente actuellement, il est présent dans le Grand Ouest en fait, donc sur 2 régions. Il y a environ 600 structures adhérentes à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une grosse association avec environ 3200 professionnels qui interviennent. C'est une association essentiellement de DSI ou de professionnels de l'informatique qui organise environ 100 événements par an, un peu partout dans l'Ouest, avec différents champs d'action et des communautés thématiques, dont une qui a été créée l'année dernière justement sur la thématique du numérique responsable, où Anne-Laure et moi-même participons. Voilà, donc en fait, les missions d'ADN, principalement, c'est échanger les connaissances, bien sûr, sur les enjeux du numérique entre les différents membres. Également, bien sûr, développer la filière numérique dans le Grand Ouest, donc en travaillant par exemple avec les écoles ou en travaillant, en aidant les entreprises à travailler sur la transition numérique, la RSE ou faire de la formation. Et aussi au niveau régional et national, valoriser la filière numérique sous toutes ses formes. Voilà pour ADN. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Je vous laisse la main après pour votre présentation. Donc, merci en tout cas d'intervenir ce matin pour nous. Merci beaucoup. Présenter, Yves-Gaël, j'enchaînerai si tu veux. Non, je t'en prie. Honneur aux dames. Allez. Donc moi, je suis Anne-Laure Guilleneuf. Je suis responsable de l'agence Déclic à Nantes, qui est une agence de conseil et de formation en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, ou sur les stratégies responsables au sens large. Je travaille à la fois avec des acteurs privés, publics, en fait, pour les accompagner dans la mise en œuvre et le développement de leur stratégie. Auparavant, je travaillais pour Audencia, j'ai changé il y a 6 mois environ. Dans le cadre de mes missions précédentes à Audencia, j'accompagnais notamment Nantes Métropole sur des sujets justement RSE. Et dans ce cadre-là, on avait mis en place un groupe de travail sur le sujet du numérique responsable. Pendant quelques mois, on s'est réunis avec tous les réseaux que vous voyez ici mentionnés sur cette première slide. Et donc, on a conçu en fait ce fameux module numérique training qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Yves-Gaël et qu'on a conçu comme un module vraiment premier pas. Donc, si vous êtes déjà des experts chevronnés, en fait, peut-être que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Par contre, si vous êtes encore débutant en la matière, il est possible que voilà, vous puissiez, j'espère, découvrir quelques bonnes pratiques, astuces pour être davantage performant sur le sujet. Voilà, donc on va vous présenter tout ça. Et puis voilà, Yves-Gaël, je te laisse la main pour te présenter aussi. Merci Anne-Laure. Yves-Gaël Chény, donc je suis responsable de pôle Data Center hébergement en fait chez Empreinte Digital, qui est une société basée à Angers. On est une SCOP depuis maintenant 1 an. L'entreprise par contre a 26 ans et on fait du développement numérique logiciel et de l'hébergement et de l'accessibilité numérique. Donc ça fait assez longtemps aussi pareil qu'on est dans les sujets numériques responsables. On est labellisé Lucie depuis 2018. Lucie étant un label qui marque un peu l'engagement en fait dans le côté responsabilité sociale des entreprises, la RSE.
Et à côté de ça, donc je participe, je co-anime le groupe de travail numérique responsable au sein d'ADN Ouest, dont je parlais tout à l'heure, et je travaille aussi également au sein de l'INR, qui est l'Institut national du numérique, c'est une association nationale en fait sur le numérique responsable. Je travaille entre autres sur la création d'un référentiel numérique responsable avec beaucoup d'autres gens. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions pendant le module, n'hésitez pas à nous interpeller sur le chat. Ce sera peut-être un peu plus simple en termes de prise de parole. Et puis, vous allez voir, notre présentation est répartie vraiment sur 3 grandes thématiques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, à l'issue de chacune des thématiques, avoir un temps de questions-réponses. Voilà, on va dans un premier temps plutôt vous présenter les contenus, puis après avoir des temps d'interaction dédiés à chaque fois pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis, j'espère qu'on puisse y répondre. Petite précision aussi par rapport au contenu. L'idée, c'est vraiment aussi d'être dans une logique d'open source. Donc, nous, on l'a conçu en fait pour qu'il soit diffusé le plus largement possible. Donc là, aujourd'hui, je l'anime avec Yves Gaël. J'ai eu l'occasion de l'animer à plusieurs reprises et puis il a été animé par ailleurs aussi par d'autres intervenants. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous, de le diffuser dans vos réseaux ou qu'il soit animé, on l'a vraiment construit en fait pour qu'il soit diffusé largement et puis et dans une logique d'open source. C'est important aussi par rapport à la philosophie du projet de le préciser. Et puis peut-être avant de te laisser la main, Yves Gaël, donc on a identifié, nous, pour parler en fait du numérique responsable, 3 grandes thématiques. Parce que ça a été vraiment l'objet au début du groupe de se dire mais en fait c'est quoi le numérique responsable, parce que finalement le sujet est vaste. Donc on a vraiment identifié 3 grands sujets qui nous semblent assez structurants en fait pour parler de numérique responsable. Le premier sujet, la durabilité, la soutenabilité, il faut vraiment l'entendre sous l'angle environnemental en fait, donc l'empreinte environnementale du numérique. La deuxième partie qui est dédiée à la question de l'inclusion. Vous verrez, on parlera notamment des femmes, on parlera aussi de la question de l'accessibilité, de la fracture numérique. Et puis le troisième sujet, le troisième pilier, c'est la question de l'éthique, parce qu'on voit aussi que c'est un sujet assez central en matière de numérique, la question des données, la manière dont nos données sont utilisées, la question aussi de la consommation, de l'attention, en fait. Voilà, on va aborder un certain nombre de sujets ensemble. Et vous verrez qu'en fait, à chaque fois, on démarre par un état des lieux. Qu'ensuite, on vous propose quelques solutions et puis des ressources aussi si vous souhaitez creuser et aller plus loin. Et à l'issue du module, on vous enverra la présentation avec les différents liens, avec les sources, si vous souhaitez lire certains articles ou des rapports un peu plus en détail, parce qu'évidemment, on devra aller assez vite sur les sujets si on veut tenir le timing. Voilà, je te laisse prendre la main, Yves Gaël, si tu veux, sur la première partie, puis je compléterai au besoin. D'accord, je te remercie. Donc, on va commencer par parler du numérique du point de vue durable. Alors, qu'est-ce que c'est la durabilité d'une façon générale? C'est tout ce qui est lié en fait à comment prendre en compte le développement ou la croissance dans une perspective à long terme, avec l'impact écologique et social. Malgré le volet, on va dire, économique du numérique, comment faire en sorte qu'il s'inscrit quand même dans une démarche donc, durable en mesurant ses impacts. Par exemple, actuellement, le numérique a un impact réel. Ça a beau être virtuel, on a beau être là à distance. L'impact du numérique est réel dans le monde. C'est des choses concrètes, c'est matériel derrière. Et donc, à votre avis, quelle est la part? Alors, je ne sais pas si on n'a pas prévu de petits sondages. Tant pis, on va le faire dans le chat. À votre avis, quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique dans le monde? C'est-à-dire, quel est l'impact réel, physique du numérique et de l'usage du numérique dans le monde? Alors, hop, on a 4%, 4%, 7%, 4%, 3%, 4%, 7%, 7%, 4%, 4%, 7, 7, 4, 4. Ah, je pense qu'on a une majorité de bonnes réponses, il me semble, Anne-Laure. Donc la bonne réponse, c'était bien 4%. Alors effectivement, il y a bien sûr il y a une croissance de l'usage. En plus, avec ces temps de confinement,
On utilise énormément les outils numériques, on en est devenu très dépendant, donc ça va probablement pas arranger les choses. L'utilisation du cloud de façon régulière par toutes les entreprises et la digitalisation de nos activités ont bien sûr un impact, ce qui apporte une croissance des ressources mises en place pour absorber ce flux. L'évolution des usages également, on développera un peu sur ce sujet plus tard. Rapporté, pour vous donner une idée, donc c'est bien 4%, rapporté à un chiffre un peu plus facile à appréhender, ça correspond aux impacts environnementaux de la France sur environ 6,2% de la consommation en énergie primaire, 5,2% des émissions des gaz à effet de serre de la France et environ 10% de la consommation d'eau de la France, et l'équivalent de 4 milliards de tonnes de terre. Alors vous vous rendez compte, c'est vraiment très considérable, même si ça semble un petit chiffre, 4%, ça reste quand même un impact qui est absolument pas négligeable sur la planète. Rapporté à un usage, en fait, pour vous donner une idée, pour chacun des 58 millions d'utilisateurs pendant un an, ça correspond environ à un radiateur électrique de 1000 watts allumé pendant une journée. Environ 6 km avec votre voiture, ou bien sûr un peu d'eau, donc 3 packs d'eau minérale, 9 litres par personne, et environ 197 kg de terre, donc soit 3 fois votre poids en terre environ de consommation, de traitement et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est juste lié au numérique. Donc vous vous rendez compte que c'est assez considérable. Alors bien sûr, c'est des chiffres qui sont toujours discutés. C'est très très difficile de mesurer l'impact de façon exhaustive. Donc on peut aller chercher dans le détail, dire oui, c'est pas exactement ça parce qu'on a oublié tel sujet ou autre. Mais l'important, c'est de se rendre compte que c'est un impact réel, physique, et que ce n'est pas juste virtuel, que c'est pas juste c'est bien, on a remplacé le papier par l'ordinateur. Il y a quelque chose derrière, il y a un impact sérieux et à prendre en compte et à mesurer. Et puis aujourd'hui, c'est 4%, et on sait que si en fait on ne fait pas évoluer là rapidement nos pratiques, on va multiplier par 2 l'impact du numérique dans les quelques années à venir. Donc, en plus, c'est un chiffre qui risque de progresser assez sensiblement. Et on prend souvent l'exemple de l'avion quand on parle notamment de la durabilité et enfin, voilà, de l'impact carbone que ça peut avoir. Et donc, l'équivalent du numérique aussi, c'est l'équivalent du trafic aérien civil. Donc, en termes d'impact aussi, voilà, ça parle aussi pas mal. On se dit, bon, bah, alors, être devant son ordi, c'est pas non plus anodin, et il y a quand même aussi des choses assez concrètes sur lesquelles on peut agir rapidement pour être plus sobre en fait dans notre manière d'utiliser le numérique, quoi. Il ne s'agit pas d'arrêter de l'utiliser, mais de l'utiliser plus intelligemment qu'on le fait peut-être actuellement, quoi. Tout à fait. Il faut maîtriser notre outil. Tout à fait. Alors, pour reprendre un peu la répartition de ces sources d'impact, en fait, parce que vous vous rendez bien compte que dans l'informatique, ça passe par différents, le produit, comment dire, les produits et les technologies mises en œuvre passent par différentes phases. Donc, bien sûr, au départ, il faut les fabriquer. Donc, pour les fabriquer, il faut extraire des ressources, ce qui est déjà un facteur polluant de base. Voire même des facteurs d'inégalité sociale à ce niveau-là. Et donc, on considère qu'il y a environ 45% de l'impact du numérique qui va se faire pendant cette partie fabrication, exploitation, création des ressources. Alors, il faut voir que ces ressources, une fois qu'elles ont été extraites, la plupart du temps, elles ne sont pas retraitées. Donc, en plus, on va dire, il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand vous avez fabriqué des composants électroniques à partir de terres rares, par exemple, on verra un peu plus bas la composition d'un smartphone. Vous pourrez pas les réinjecter facilement. Vous pouvez pas les retraiter simplement pour les mettre dans la planète. Ça peut prendre des siècles. Donc déjà, cet impact-là, en plus, il est difficile à amortir dans l'absolu. On ne peut pas replanter des terres rares. Ça ne marche pas. Donc, il y a déjà 45% dans la fabrication. Et après, il y a 50% dans l'usage. Donc, ces 50% dans l'usage, bien sûr, c'est distribué, hein. Donc, il y a la partie data center. Donc, c'est la partie hébergement cloud. Actuellement, c'est celle sur laquelle je dirais qu'il y a le plus d'efforts de fait par les entreprises en termes d'optimisation. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a l'intérêt pour l'impact environnemental, mais il y a aussi un intérêt économique, puisqu'une partie de cet impact est liée, entre autres, au fait qu'un data center, ça chauffe, qu'il faut le reproduire, et que ça coûte de l'énergie de le refroidir, et que cette énergie coûte de l'argent. Donc, il y a aussi un double intérêt économique, bien sûr, à optimiser ce centre-là. Par contre, il y a une partie qui n'est pas très rassurante actuellement. C'est plus sa partie terminale.
qui elle a tendance à beaucoup gonfler aussi parce que il y a de plus en plus de monde qui s'équipe, de plus de monde qui suivent des courants de mode ou des modes technologiques ou esthétiques pour renouveler leur matériel de façon fréquente. Et du coup, cette partie-là a tendance à avoir un certain essor. Et après, il y a une partie qu'on oublie très souvent, qui est la partie réseau, donc network, là dans le schéma, qui est une partie, je vais répondre à la question juste après, qui est une partie réseau, c'est la partie un peu cachée en fait, vous en rendez pas forcément compte. Alors là, on en a un peu parlé avec la 5G ces derniers temps, ça a fait un peu débat dans les journaux, même si c'est très difficile à mesurer. Mais la partie réseau, en fait, c'est vraiment tout ce câblage qui va venir du data center jusqu'à vos postes de travail. Donc pour répondre à la question, terminal, pour bien clarifier tout de suite, c'est tout ce qui est susceptible d'être l'interface entre la personne et le numérique. Donc ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, ça peut être votre box connectée, ça peut être votre télé connectée, ça peut être d'ailleurs même pas connectée d'ailleurs, aussi, elle a aussi un impact. Et tout ça, en fait, tout ce qui va vous permettre de faire l'interface entre l'homme et le réseau. C'est ce qu'on appelle un terminal. Que ça se dit aussi bien en anglais qu'en français. Je vous en prie. Alors, sur la partie, si on parle justement de terminal, j'imagine que tout le monde possède un smartphone ici, à part peut-être quelques rares exceptions. On ne va pas faire un vrai sondage, je pense que la réponse est assez évidente. Est-ce que quelqu'un n'a pas de smartphone? Ouais, est-ce que quelqu'un n'a pas de smartphone, c'est ça? Ou est-ce que quelqu'un a le même smartphone? Et depuis quand, en fait, quand est-ce que vous avez racheté un smartphone? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un smartphone qui a, par exemple, a plus de, on va dire un chiffre assez courant, à plus de 3 ans? 5 ans? Pas mal. Plus de 4 ans et demi. On a des gens qui sont plutôt 3 ans et demi, 2 ans, 3 ans. Donc ouais, le smartphone actuellement, c'est quand même quelque chose qui est assez violent, on va dire, en termes d'impact et en termes de flux. Un super graphique qui vous montre bien que il y a une croissance qui est dingue. Alors, je sais pas l'âge des personnes qui sont dans la salle actuellement. Moi, mon premier smartphone, je l'ai eu il y a maintenant très très longtemps. C'était avant les années 2000 ou vers les années 2000. Donc là, il y a depuis 2007 10 milliards de smartphones vendus dans le monde. Et on voit que même si ça restait un produit un peu on n'avait pas les mêmes méthodes, les mêmes façons de consommer le numérique à l'époque. Donc, on achetait un téléphone tant qu'il n'était pas cassé, vu que de toute façon, à part téléphoner avec ou envoyer un SMS ou faire un peu de WAP quand ça existait encore, c'était un usage très raisonnable. Maintenant, on voit que c'est devenu presque une extension des gens. Tout le monde a son smartphone dans la main, on s'en sert comme appareil photo. On s'en sert presque comme d'un ordinateur, en fait, à part entière. Donc, c'est vraiment un objet qui est devenu central dans l'usage du numérique pour les populations. Et du coup, forcément, il y a eu une inflation assez folle de la consommation du smartphone, couplée en plus à des marques ayant d'excellentes démarches marketing du type Apple ou autre, qui poussent à cette consommation et un espèce d'emballement de l'usage au niveau du débit réseau et au niveau des fonctionnalités attendues, qui, du coup, qui crée du coup une demande en fait forte de renouvellement pour augmenter la puissance, pour augmenter le stockage, la qualité de l'appareil photo, l'accès au réseau 5G des dernières générations. Il n'y a pas si longtemps, c'était 4G, et encore avant 3G+, et compagnie. Donc du coup, voilà, c'est un impact énorme parce que même si c'est tout petit comme objet, à fabriquer, ça a un impact vraiment non négligeable. Parce que c'est de la très haute technologie, parce que la miniaturisation demande en fait des optimisations matérielles, technologiques, physiques, en fait, mises en œuvre. Et finalement, plus c'est petit, plus ça devient complexe. À l'origine, un bon vieux téléphone fixe, du coup, c'était vraiment facile. C'était un fil en cuivre, une bobine, voilà, avec quelques haut-parleurs. Sur un smartphone actuel, en fait, il y a environ 55 métaux dont une bonne partie sont des métaux rares en plus, dont une bonne partie sont extraits dans des mines qui ne sont pas forcément gérées de façon hyper éthique de notre point de vue européen, et dont les ressources en plus seront peut-être épuisées à moyen terme, probablement épuisées à moyen terme. C'est pas pour rien que certains industriels commencent à se demander comment aller miner sur les météorites. Il faut
faut être objectif, hein. Ils ne font pas par esprit d'aventure, ils le font vraiment dans un but économique, de continuer à avoir ces ressources pour fabriquer du coup un téléphone. Alors, en plus, il y a des parties donc, comme les batteries qui sont très difficiles à retraiter et qui en fait finissent assez directement en déchets ultimes. Donc déchets ultimes, déchets ne pouvant pas être retraités, recyclés facilement. À la limite, la moins grave, ça serait presque le boîtier qui finalement se renouvelle assez bien, mais tout le reste, quasiment, vous pouvez considérer qu'une fois que vous l'avez jeté ou que vous l'avez laissé, que vous l'avez utilisé, votre téléphone, il est devenu obsolète, il va être très difficile à retraiter, très rarement retraité, et vous allez rarement arriver au bout. Donc, on a quasiment doublé en fait comment dire, l'impact écologique du smartphone sur les 30 dernières années. C'est vrai que c'est important de le prendre en considération parce que je fais parfois le parallèle aussi avec le monde de la mode pour lequel j'ai un petit peu travaillé aussi. Et quand on va acheter par exemple un produit dans le magasin sur lequel on va avoir le coup de cœur et voilà, on va être dans un contexte d'achat où on va pas du tout avoir en fait toutes ces choses-là en tête parce que finalement, évidemment, déjà les fabricants, les vendeurs ne communiquent pas du tout sur l'amont en fait, sur la manière dont est conçu le produit. Donc, je trouve que c'est important aussi quand même de conscientiser en fait que derrière en fait le produit qu'on achète, il y a tout un système et que quelque part par notre achat on y contribue. Donc, en tant que consommateur, on a quand même aussi un rôle, une forme de pouvoir aussi. Donc, je pense que c'est important de bien avoir ces éléments en tête, même si évidemment en tant que consommateur, on n'a pas toute la maîtrise parce que je pense que bon nombre d'entre vous et d'entre nous aimeraient bien parfois garder leur téléphone plus longtemps, mais il y a aussi assez régulièrement des choses qui ne fonctionnent plus, donc liées notamment à l'obsolescence programmée et au fait que parfois on voudrait garder les outils plus longtemps, mais qu'ils sont conçus pour ne pas durer. Donc, c'est aussi tout un système assez complexe, mais sur lequel on peut quand même aussi trouver des astuces pour contourner et être davantage responsable dans notre consommation, quoi. Tout à fait. On peut prendre l'exemple simple des batteries de téléphone qui avant étaient facilement échangeables et sur les derniers modèles, plus ça va, plus ça allait vers une tendance où on pouvait même plus ouvrir le téléphone pour échanger une partie des composants, sauf sur des téléphones un peu plus récents. Donc comment est-ce que vous pouvez diminuer cette empreinte? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des idées sur le sujet. Il y a bien sûr une réponse assez évidente qui revient à la question qu'on a posée au début, qui est déjà on peut le garder plus longtemps, tout simplement mécaniquement. Donc bien sûr, comme le disait Anne-Laure, il y a le problème de l'obsolescence programmée, il y a le problème de la nouvelle fonctionnalité dont on a besoin, il y a le problème de les applications de plus en plus gourmandes, de toute façon, qui sont développées par les fournisseurs d'applications et qui du coup vous demandent, vous forcent cette mise à jour. Alors ça, on le rencontre sur le smartphone, on le rencontre aussi bien sûr sur les ordinateurs. Je pense que tous ici, vous êtes obligés de changer d'ordinateur portable de temps en temps parce que les dernières versions de vos logiciels vont demander un peu plus de mémoire, par exemple. Et bien sûr, après, il y a ce côté, le petit effort en plus à fournir qui est, par exemple, faire réparer son téléphone. Alors, des fois, on n'a pas forcément envie, parce qu'on se dit, ouais, il est un peu rayé, un peu cabossé. Ça vaudrait peut-être le coup que je m'en rachète un nouveau plutôt que de le réparer. Surtout que des fois, la différence, en plus, ils font bien les choses, parce que souvent, la différence de coût pour l'usager entre le rachat et la réparation n'est pas si énorme. Donc, ça fait une espèce de pied dans la porte qui va vous amener peut-être éventuellement à le renouveler. Ensuite, il y a aussi ramener le téléphone, bien sûr, dans un circuit qui va permettre son recyclage ou éventuellement sa revente ou sa réutilisation de certains éléments, etc. Donc pareil, ça aussi, ça demande un effort, il faut y penser, il faut y aller. Hein. C'est comme faire le tri des déchets chez soi, ça demande un petit engagement au début. Une fois qu'on a le réflexe, c'est plus facile, mais c'est toujours difficile. Et après, il y a acheter un téléphone plus durable, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a de l'obsolescence programmée, il y a des téléphones qui sont très compliqués à réparer. Au-delà de ça, il y a aussi des téléphones où on ne sait pas du tout dans quelles conditions ils ont été fabriqués, d'où viennent les matières premières et dans quelles conditions ces matières premières ont été extraites. Et donc, Anne-Laure a donné l'exemple du Fairphone. Alors, ça tombe très bien parce que j'en ai un. Mais le Fairphone, en fait, ils ont cherché à faire un téléphone. Alors, bien sûr, il sera sans doute pas aussi performant que le dernier iPhone à la mode ou le dernier Samsung à la mode. Mais il est très bien quand même, hein, très utilisable. Et en fait, ils ont choisi de faire un téléphone qui était facile à réparer. Donc en fait, il s'ouvre facilement, on peut dévisser les pièces séparément et les remplacer, on les rachète.
ils les échangent. Et en plus de ça, ils ont fait tout un travail sur la traçabilité des ressources qu'ils ont provisionnées pour les fabriquer. Donc, ça veut dire qu'on peut retrouver, ils vont dire, par exemple, on n'extrait pas de métaux rares qui viennent de mines où des enfants sont exploités. Voilà. Donc, si eux le précisent, vous imaginez bien que ça veut dire en filigrane que d'autres marques, par contre, s'en fichent complètement des conditions des personnes dans des pays en voie de développement qui leur permettent de fabriquer leurs produits de luxe. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a aussi une nouvelle avancée législative avec l'indice de réparabilité Oui. depuis décembre 2020. Enfin là, maintenant, ça va vraiment être mis en œuvre à partir de janvier, où les fabricants vont avoir l'obligation en fait d'indiquer sur leur packaging en fait l'indice de réparabilité de leurs produits. Donc ça va être valable pour tous les produits électroniques. Donc voilà, en complément justement, si par exemple vous ne souhaitez pas forcément aller sur le Fairphone, mais ça peut être intéressant et ça va donner des clés en fait aussi un petit peu finalement sur le modèle du Nutri-Score où je trouve que c'est des marqueurs intéressants pour pouvoir alerter le consommateur et qu'il fasse des choix qu'il puisse être conscientisé justement où il sait en fait vers quoi il va parce que souvent on est quand même un peu dans l'obscurité quand on achète un produit, on n'est pas des experts en fait. Enfin, la plupart d'entre nous ne le sont pas, donc c'est assez compliqué de savoir, de vraiment se repérer. Donc, je trouve que c'est une belle avancée aussi et qui va certainement permettre aussi de limiter justement les mauvaises pratiques en matière d'obsolescence. Donc, on va voir l'effet que ça va avoir là dans les mois années à venir, mais je pense que c'est un bon signal et qu'il faut s'en emparer en tant que consommateur pour acheter des produits avec un indice le plus élevé possible, quoi. Tout à fait, c'est vrai. C'est plutôt une bonne nouvelle que les hommes politiques se soient saisis un peu du sujet, sous conseil bien sûr de tous les organismes qui alertent depuis quelques années maintenant sur les impacts. Après, il y a l'achat recyclé, hein. Bien sûr aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais ça peut être aussi une piste, on va dire, pour donner une deuxième vie, parce que finalement, vous avez peut-être besoin de changer de téléphone, parce que le vôtre a 6 ans, mais vous pouvez repartir sur un modèle d'il y a 3 ans que quelqu'un un peu plus dans la mode aura remis en vente sur des sites spécialisés. Il y en a beaucoup maintenant qui fleurissent sur Internet ou même localement d'ailleurs, quasiment dans toutes les villes maintenant un peu grandes, on trouve des magasins qui se sont spécialisés sur le sujet. Donc, vous avez quelques ressources sur l'ADEME, entre autres, qui vous donnent des infos sur les smartphones. Ah, on a une petite question, on va prendre quelques secondes pour l'indice de réparabilité. Les 7 produits retenus pour la première vague, lave-linge, ordinateur, smartphone, téléviseur, tondeuse, batterie, fil à robot. Oui, tout à fait. Merci pour la précision. Et donc, alors pour les ressources, les liens, je peux les envoyer peut-être directement dans le chat. Bah oui, si tu veux. Comme ça, pour ceux qui voulaient. Je les copie aussi, puis comme ça, je pourrais vous les renvoyer dans un email après le webinaire. On aura tout. Voilà. Après, j'ai fait un fichier Word avec justement, et puis que je peux transformer en PDF avec toutes les ressources dessus. Hein, donc, sinon, je pourrais vous le transmettre, vous embêtez pas. Okay. Alors, sur le streaming, du coup, est-ce que, donc là, en plus, on est confiné, on n'a pas beaucoup l'occasion d'aller au cinéma, au théâtre, ou voir des concerts, ou voire même juste de prendre l'air après 18 h, malheureusement. Donc, j'imagine qu'on passe plus de temps sur les écrans qu'on n'en a jamais passé, à part pour les plus disciplinés d'entre nous qui font des jeux de société et des arts créatifs. Combien d'heures environ par jour faites-vous de streaming? Donc, le streaming, donc tout ce qui est vidéo à la demande ou tout ce qui est, je sais pas, n'importe quoi, écouter de la musique en streaming sur Internet. Est-ce que vous avez un peu de stats à nous donner? 2 heures par jour. 2 heures. Ah, on a un 0. 10 heures. C'est conséquent. Ah, la radio. C'est plus... 2, 3 heures, 4 heures. 2 heures, 4, 5. Alors, je peux vous rassurer, la musique, ça tire quand même un peu moins que la vidéo. C'est pas les mêmes formats et les mêmes tailles.
Mais effectivement, on voit là, on arrive à peu près 2 heures par jour de streaming vidéo. Je pense que ouais, effectivement, ça devient assez courant. Il faut voir qu'avant, en plus, la télé hertzienne passait pas forcément par du flux numérique de la même sorte. Et là, avec du coup, maintenant, quasiment toutes vos télés, je pense, elles passent par des box quasiment en termes de vidéo. Donc ça revient un peu pro même que de regarder sur l'ordinateur au final. Donc du coup, ce streaming vidéo, bien sûr, vous vous en doutez, c'est le sujet, il a un impact sur la planète. Donc pour vous donner une petite idée de cette répartition de l'impact de la vidéo, donc bien sûr, il y a tout ce qui est la VOD, donc tout ce qui est vidéo à la demande. Alors, on va parler par exemple du Netflix qui est actuellement sans doute le plus courant, ou des Amazon Prime. Alors au-delà du fait que ça soulève d'autres problèmes d'un point de vue, on va dire, création d'œuvres indépendantes et de diversité, on va dire, audiovisuelle au niveau mondial. Ça pose aussi donc un problème de transfert. La plupart de ces serveurs ont leur source aux États-Unis, donc vous imaginez, vous allumez votre ordinateur, vous allez regarder Amazon. Les données vont d'abord transiter de Amazon jusqu'à des centres serveurs qui, pour la plupart, sont en région parisienne à l'heure actuelle, qui vont faire une espèce de préchargement en fait, de toutes ces vidéos pour après pouvoir vous fournir la vidéo dans un confort suffisant. Donc pour vous donner une idée, en fait, je ne sais pas si on imaginait que c'était de l'eau, on pourrait dire qu'il y a une grosse nappe d'eau potable aux États-Unis, elle se fait transiter par des tuyaux à travers tout l'Atlantique, elle est acheminée près de chez vous j'ai plus le nom, des châteaux d'eau, voilà, qui du coup vont venir à s'alimenter au niveau de votre robinet. Vous vous rendez compte du parcours en fait effectué. Donc tout ça, ça passe par des équipements qui consomment de l'énergie. Ça veut dire aussi que les vidéos, avant d'arriver sur votre ordinateur, elles ont été chargées 2-3 fois par les différents niveaux qui vont vous permettre de le recevoir. Donc ça a un impact absolument non nul. Bon, bien sûr, dans les usages vidéo, il y a la pornographie, qui a eu pas mal d'essor d'ailleurs pendant le confinement aussi. Il y a eu beaucoup plus de consommation à ce niveau-là. Tout ce qui est tube vidéo sur YouTube, par exemple, pour parler des plus célèbres, ou Dailymotion, par exemple. Et bien sûr, plein d'autres usages vidéo en ligne. Donc, il y a aussi ce qu'on est en train de faire là, par exemple, la partie visioconférence. Même si Zoom est du coup un produit qui est plutôt peu consommateur de bande passante et peu consommateur de ressources, qui est plutôt pas mal. Et après, bien sûr, il y a les autres usages que la vidéo, mais on voit bien que la vidéo est quand même largement supérieure à tout le reste. C'est quand même 60% du flux, donc c'est très, très, très consommateur. On peut se dire que il y a des usages, on disait parler de la radio tout à l'heure, ou les usages stricto sensu professionnels de navigation sur Internet pour des bonnes raisons de travail sont largement moins consommateurs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques petites questions là-dessus. Oui, c'était clair. Ok. Alors, le Shift Project, donc je ne sais pas si vous connaissez le Shift Project. Donc c'est un groupement en fait qui travaille depuis maintenant pas mal d'années quand même. Et qui ont été très prolifiques en fait en termes d'études, de conseils, de livres blancs sur tout ce qui est lié au numérique responsable et sur les mesures d'impact. Et donc là, du coup, il y a des explications qu'on peut trouver sur leur site. Alors, je vous invite, si vous voulez creuser les sujets, d'ailleurs, je vous invite fortement à aller sur leur site parce qu'il y a énormément de ressources. Il y aura beaucoup de choses, alors plus ou moins techniques. Il y a des calculs compliqués et il y a des choses un peu plus vulgarisées comme celle-ci, qui est une façon, par exemple, de réduire le poids d'une vidéo avant de la diffuser. C'est une petite pratique qui peut être mise facilement en place quand vous avez des vidéos à partager pour vos clients, pour, je sais pas, pour faire un peu de pub sur vos produits ou pour présenter quelque chose. Vous pouvez grappiller, en fait, avec des bons usages, vous pouvez grappiller un peu de ressources. Vous pouvez économiser un peu de ressources de la planète, finalement, en faisant juste un peu l'effort de préparer tout ça. Et puis, si vous utilisez aussi les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, par exemple, vous avez aussi la possibilité d'activer une option qui empêche la lecture automatique des vidéos. Parce que par défaut, en fait, régulièrement, quand on regarde son téléphone ou même sur l'ordi, en fait, par exemple, Facebook, toutes les vidéos se lancent automatiquement. Et donc ça peut se désactiver, en fait, aussi dans les options. Donc ça fait partie des choses relativement faciles à mettre en œuvre. Et puis d'ailleurs aussi, en termes de pratique, on en parlera dans la dernière partie sur l'éthique, sur l'économie de l'attention, mais
enfin, on nous projette du contenu qu'on n'a pas spécialement envie de voir, en fait. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'avoir la liberté de dire j'active la vidéo ou pas. Et le fait qu'elle se lance automatiquement aussi, elle nous rend un peu passifs par rapport à ça. Donc, voilà, c'est relativement simple à faire et c'est une bonne pratique facile à mettre en œuvre, quoi. Tout à fait. Les emails. Alors, bon, en plus, on est en confinement, donc pareil, on a vite fait d'envoyer un petit mail parce que appeler la personne quand elle est occupée, des fois, c'est un peu plus intrusif. Donc, on se dit, bon, j'envoie un mail, elle me répondra quand elle aura le temps. Du coup, vous envoyez à peu près combien de mails par jour? Plus de 10, 50, 25? Trop. C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Centaines. Ouais. Ah, il y a des... Alors après, on aurait pu poser aussi la question, c'est combien de personnes mettez-vous en copie de ces mails? Ça joue aussi dans la stat. Mais déjà, c'est déjà assez représentatif. On se rend compte rapidement quand on regarde vos chiffres que le chiffre est très élevé en fait. On ne se rend pas forcément compte, mais chaque jour, donc jour travaillé, j'imagine que vous en envoyez moins le samedi et le dimanche, mais chaque jour, vous envoyez donc là, si je fais vite fait à la louche, on est à 30, 40, peut-être 50 même avec ceux qui sont à 100. Donc c'est considérable. Donc si on multiplie ça par le nombre de personnes dans une entreprise, alors après ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où certains ne sont pas trop sur l'outil informatique. Mais si on prend des boîtes qui sont très numériques, on va dire, on rend compte tout de suite, on arrive à des nombres extrêmement élevés. Donc d'après des études qui ont été faites par l'ADEME, entre autres, il y a eu des calculs en fait, qui ont été faits sur l'impact du mail. Ça a été sujet à controverse, entre autres, pour les résultats des calculs, mais finalement, ce n'est pas tant ça le problème. Qu'un mail sans pièce jointe, ça correspondait en gros à une poche en plastique qu'on a d'ailleurs commencé à supprimer dans les supermarchés, parce que là, du coup, on avait mesuré l'impact. Donc, un mail sans pièce jointe, c'est ça, 10 grammes de CO2. Donc, une année de mail dans une boîte de 100 personnes qui ont tous une boîte mail, c'est à peu près 100 allers-retours Paris-New York en avion. On parlait tout à l'heure de l'impact des vols. Effectivement, là on a un comparatif en équivalent CO2 qui nous permet de dire ça. Alors, on ne va pas vous dire d'arrêter d'envoyer des mails. Par contre, vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, essayer de réduire un petit peu l'impact. Mais c'est bien pour vous dire que ce petit geste anodin, comme d'habitude en fait, comme à chaque fois, ce petit geste anodin d'envoyer un mail qui est rentré dans nos us et coutumes et où on ne se pose pas vraiment la question de l'envoi ou pas, et finalement a un vrai impact physique réel, dans le monde réel, sur la planète, sur du coup les gens qui vivent. Donc, pour alors, est-ce qu'envoyer des messages, par exemple, Teams pollue moins que d'envoyer des mails? Alors, c'est une excellente question. Ça a commencé à être mesuré. Je n'ai pas la réponse pour l'instant, mais j'aurais tendance à dire que oui, que c'est un peu moins impactant d'avoir un outil. Alors, Teams, je ne sais pas, mais nous, on a fait, alors dans mon entreprise, on utilise un outil logiciel libre qui s'appelle Mattermost et qui est hébergé chez nous. Donc déjà, il y a un premier point, c'est que quand on communique au sein de l'entreprise, alors c'est un peu moins vrai en confinement, du coup, ça reste dans le réseau interne, donc forcément, il y a un peu moins d'impact. Et quand on est à l'externe, du coup, ça envoie sur le serveur et tout le monde reçoit du serveur. Alors l'avantage, déjà, c'est que le message n'est que dans ce serveur, il n'est pas copié sur chaque ordinateur, sauf au moment de l'affichage, bien sûr, mais c'est temporaire. Et du coup, les messages ne sont pas stockés indéfiniment non plus, contrairement au mail, où on a un peu tendance, par rapport à avant, où on mettait à disposition des boîtes mail de 100 mégas, 200 mégas ou autre, 1 giga. Maintenant, on est un peu en mode illimité dans les entreprises ou via Google ou autre. Et du coup, on a tendance à stocker. J'aurais tendance à dire personnellement que ça pollue moins. Après, il y a une vraie analyse d'impact, je pense, à faire sur le sujet. On manque beaucoup, en fait, d'une manière assez générale de données. Et quand il y a des données qui sont produites, elles sont souvent remises en question parce qu'on se rend compte que c'est hyper compliqué, en fait, de mesurer l'impact sur les sujets du numérique. Donc, on est souvent assez démunis, en fait, sur ces sujets-là. En tout cas, sur l'usage de Teams, moi, ce que j'ai pu constater quand j'ai changé d'entreprise, je me suis dit, je vais quand même vider mon historique. Parce que bon, n'empêche qu'entre collègues, on raconte quand même des conneries. Mais sinon, ce serait bien quand même que je fasse un peu le ménage avant de partir.
Et ben en fait, c'est pas possible, par exemple, sur Teams. Enfin, en Ouais, gros, supprimer message par message, ce qui ouais. est complètement, enfin, quand on passe des années dans une entreprise, autant dire que c'est impossible. Donc, il y a quand même du stockage aussi de data, Oui. que je trouve quand même aussi pas très éthique. Et Non. on pourrait imaginer qu'au bout d'un certain nombre de semaines ou mois, enfin, ça se supprime automatiquement, mais a priori, c'est pas le cas en fait. Non, sur Teams, effectivement, on n'a pas vraiment la main. Faut faire une espèce de script en fait pour après effacer tous ces messages en une fois, mais c'est très long. Donc, c'est pour ça que nous on utilise des logiciels libres, mais je crois que tu vas revenir sur le sujet alors du logiciel libre un peu plus tard. Et c'est vrai que ça nous permet, nous, bah, on en parlait d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en a parlé début de semaine sur le sujet RGPD de un collaborateur s'en va. Combien de temps on attend avant de supprimer ces messages? Donc, je ne parle pas forcément des messages privés entre deux collaborateurs, mais sur les groupes, par exemple, privés. Est-ce que c'est vraiment pertinent finalement de garder l'information en se disant ah, il avait dit ça, peut-être qu'un jour j'en aurais besoin. Après, on rejoint après des problèmes de méthodologie qui peuvent du coup intéresser la communauté qualité, je pense. Mais ça rejoint tous ces sujets. Alors, concernant Slack, WhatsApp ou Telegram, je peux pas trop vous dire, j'ai pas vraiment évalué. WhatsApp, j'aurais tendance à me méfier. Telegram, ça m'a l'air un chouïa plus propre. Après, il faut regarder, faudrait faire, comme dit Anne-Laure, c'est très très difficile à mesurer, donc il faudrait vraiment faire une véritable analyse. Il faut voir que ADN, dont on parlait tout à l'heure, il y a des communautés, des groupes en fait de travail sur chacun des sujets, et l'un d'entre eux est la mesure, où il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet, notamment Frédéric Lardieu qui est de l'université d'Angers, donc c'est le métier de faire des calculs statistiques sur des grands chiffres. Et du coup, peut-être qu'avec un peu de temps, on arrivera à avoir des infos plus fiables à vous donner à l'avenir. Voilà. Donc du coup, pour reprendre le sujet sur les mails spécifiquement, donc bien sûr, envoyer moins de mails, ça c'est la base, c'est vraiment se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de renvoyer ce mail, dire juste, ok, c'est bon, ou quelque chose comme ça. Éviter les pièces jointes. Alors, dans les pièces jointes, bien sûr, on peut aussi introduire la signature du mail, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais si on met sa photo en bas de son mail systématiquement, par exemple, c'est pas forcément utile. Alors, c'est important d'un point de vue, on va dire, alors, le pôle marketing de mon entreprise me dira si, il faut à tout prix mettre une belle signature parce que c'est important, ça fait partie de l'image de l'entreprise, etc. Mais la pratique qu'on a commencé, par exemple, à mettre en place, c'est on met la signature, par exemple, c'est un premier contact avec quelqu'un, et après, on évite ce bourrage de signature qu'on va retrouver lors des échanges, et ça va permettre de réduire d'autant l'impact. Ou alors, on va passer sur une signature texte, qui du coup a beaucoup moins d'impact, où on va juste retrouver les coordonnées, parce que finalement, la personne dans la signature, ce qu'elle veut, c'est ton numéro de téléphone pour pouvoir t'appeler si jamais le mail n'a pas suffi, la plupart du temps. Pour Ensuite, communiquer limiter... aussi, juste en termes de bonnes pratiques, dans ma nouvelle entreprise, en fait, on m'a dit dès le départ, entre collègues, on ne s'envoie pas de mail. Donc, en fait, j'ai jamais reçu depuis que je suis arrivée, depuis 6 ans, un mail d'un collègue. Donc, ça me change vraiment parce que c'était pas du tout les usages dans mon ancienne entreprise où on s'envoyait énormément de mails et beaucoup justement avec des gens en copie, etc. Donc là, c'est vraiment une nouvelle culture. Et je trouve ça vraiment chouette parce que je me sens beaucoup moins polluée en fait dans mon quotidien de travail. Je sais que toute l'information, enfin nous on utilise Slack aujourd'hui, est centralisée dans Slack et c'est ce qu'on utilise majoritairement pour nos interactions. Et donc si j'ai besoin de rechercher un historique, quelque chose, enfin voilà, tout est bien organisé avec des chaînes de discussion dédiées. Et j'ai plus ce flux en fait de mails quotidiens. Enfin, je l'ai à travers mes clients avec qui je communique bien sûr, etc. Mais par contre, de l'interne, en fait, on s'est donné cette bonne pratique et enfin, honnêtement, je trouve que c'est un confort de travail assez intéressant, quoi. Tout à fait, c'est vrai. Et bien sûr, après, donc, j'ai fait un peu la blague tout à l'heure, mais limiter le nombre de copies. Bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de tradition française, je pense, de mettre un peu tout le monde en copie pour éviter de vexer les gens, parce qu'ils disent, mais comment c'est que je suis pas dans la boucle, c'est un peu en relation avec mon service, tout ça. Donc, faut casser un peu ce truc. Faut mettre en copie ou en direction la personne qui sera vraiment concernée, qui aura une action à faire avec le mail. Alors, c'est une petite culture d'entreprise là aussi à faire évoluer des fois. Mais bon, c'est une bonne pratique parce que C'est quand le management le permet, quoi, parce que c'est vrai c'est que ça. c'est pas toujours le cas, mais dans la mesure du possible, c'est bien de pouvoir le faire. Ouais.
Et ensuite, après, faire le ménage. Alors ça, ce sera salutaire pour la planète et pour vous-même, je pense, parce que si, comme moi, vous vous faites voler votre email régulièrement parce qu'il est public et que vous recevez des milliers de mails de pub ou autres, prendre le temps de cliquer sur de se désabonner, et ne pas hésiter, d'ailleurs, ça rentre dans le volet éthique un peu quelque part, ne pas hésiter à faire remarque à la CNIL si jamais les personnes refusent de vous supprimer ou ne vous suppriment pas, ou ne fournissent pas le lien pour se désabonner, ce qui arrive même avec des entreprises connues et reconnues. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette petite, Il y a un sur ce outil petit point email. qui est utilisé, enfin qu'on peut utiliser, qui s'appelle CleanFox, que j'ai testé en fait, qui permet justement de faire un ménage, on va dire, automatique et de pouvoir ensuite trier en fonction de tous les abonnements associés à une boîte mail, tous ceux que vous voulez supprimer. Alors c'est hyper efficace, mais par contre on m'a dit que voilà, niveau utilisation des données, ils n'étaient pas très clean. Donc, Ah, c'est à double tranchant. sur le principe, c'était sympa. Ça fait gagner un temps précieux parce que je pense que on s'inscrit toujours à plein de choses et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas le temps de les lire et que finalement, on a un flux aussi de mails Oui. qu'on n'ouvre même pas. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui est pour ça assez intéressant, mais a priori, qui, voilà, d'un point de vue utilisation des données, n'est pas forcément aussi clean que ce qu'il paraît. Mais voilà, CleanFox, attention à RGPD, c'est exactement ce qu'on m'a donné comme info. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, on avait beau se désabonner, c'est ce que tu dis, en fait, il y a des fois, j'ai l'impression que ça marche quelques semaines et après, bam, ça revient, en fait. On se retrouve de nouveau, en fait, dans la base. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir le signaler parce qu'il y a quand même des mauvaises pratiques. Et je pense que pour les entreprises ou les structures concernées, ça donne un super mauvais signal, en fait, aux gens qui reçoivent cette communication parce qu'on se sent un peu oppressé du Il y a de la revente de données, de toute façon. Moi, j'ai une petite anecdote. En fait, j'utilise des alias mail quand je m'inscris à différents sujets. Et du coup, je m'étais créé une adresse mail qui s'appelait allopneu@robot.fr pour me permettre de m'inscrire pour commander des pneus. Et quelques mois après, j'ai reçu une sollicitation pour du crédit revolving sur cette adresse mail. Donc, du coup, je savais très bien de qui ça venait. Et donc, j'ai eu la personne au téléphone qui me dit, ah oui, si vous voulez, pour Noël et tout ça, vous pouvez optimiser vos achats, c'est super. Vous avez acheté mes données à l'autre nœud? Non, non. C'est bizarre parce qu'il n'y a que eux qu'on se mail. Et la personne a raccroché du coup de panique. Mais c'est assez hallucinant parce que j'ai jamais accepté à ce que mes données soient divulguées de cette façon-là. Voilà, petite anecdote. Voilà, justement, la question. Du coup, la question. Donc, j'avais posé en fait l'année dernière cette question sur mon profil LinkedIn où j'avais interpellé un peu la communauté pour justement avoir des éléments de réponse parce que dans le groupe de travail, on se posait beaucoup de questions par rapport à ça et on n'avait pas forcément de réponse. Donc, bon, force est de constater qu'aujourd'hui, on n'en a toujours pas. Donc, voilà, qu'on n'est toujours pas forcément beaucoup plus avancé. Néanmoins, on avait quand même identifié quelques questions qu'on peut se poser quand on souhaite en fait choisir un outil. Déjà, est-ce que j'en ai réellement besoin? Parce qu'on se rend compte aussi que finalement, le matin, on se retrouve un peu de plus en plus pollué entre Slack, Teams, d'autres outils, plus la boîte mail, plus éventuellement les réseaux sociaux. Enfin, en fait, on a une source d'information qui arrive un peu de tous les côtés. Donc déjà, c'est comment je fais en sorte d'optimiser et d'éviter de multiplier en fait les usages et d'adopter si possible un outil collaboratif que je vais utiliser pour les différents projets sur lesquels je travaille. Et puis questionner aussi les parties prenantes avec qui je travaille justement pour savoir qu'est-ce qu'elles utilisent et puis quels sont leurs outils. Ce qui est intéressant aussi, c'est quels éléments le fournisseur est en mesure de transmettre, c'est-à-dire qu'au-delà de l'outil qu'on choisit, c'est derrière, est-ce que c'est un outil justement qui préserve la question des données? Est-ce qu'en termes de RGPD, en fait, ils sont plutôt éthiques ou pas sur ce sujet? Souvent, c'est un peu flou, quoi. C'est un peu compliqué de savoir, mais c'est pour ça que je trouve intéressant aussi des fois d'avoir certains outils en open source, comme ce que tu citais, Gaël, ou qui est vraiment adapté, vous, à votre entreprise, tu vois, et qui soit qu'on sorte un peu du flux des GAFAM et de tout ce qui est proposé. Alors certes, les solutions sont assez séduisantes, mais quand on farfouille un peu, on se rend compte que c'est pas forcément terrible, quoi. C'est ça.
C'est ça, en fait, c'est la simplicité d'usage ou l'interconnexion avec plein d'autres galaxies d'outils, comme le propose par exemple Google, ça implique forcément le passage de vos données de l'un à l'autre des prestataires sans vraiment beaucoup de contrôle. En plus, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre de lois qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe d'un point de vue protection de la vie privée, hein. C'est vraiment pas, il n'y a pas eu du tout cette démarche, du moins pas dans le même état d'esprit. En plus, il y a le Cloud Act qui s'applique aux États-Unis et même chez des fournisseurs d'ailleurs d'origine étrangère, mais qui fournissent des services aux États-Unis, qui obligent en fait, sur demande du gouvernement américain, de fournir toutes les données. Donc ça veut dire que n'importe quelle donnée française ou européenne de votre entreprise, par exemple, vous avez une entreprise industrielle très compétitive avec un brevet, etc., et vous stockez ça dans un Google Drive ou chez Microsoft aux États-Unis, l'État américain peut très bien dire on veut accéder à ces données. Ce qui signifie que, et il faut savoir que les États-Unis, ils ont quand même une politique économique qui est assez agressive et assez, on va dire, ils se favorisent, quoi. Ils aiment bien. Voilà. Donc, si l'État américain peut filer un petit coup de main à une boîte nationale pour reprendre le lead par rapport à une boîte industrielle européenne, ils ne se gêneront pas. Donc, il faut bien en avoir conscience. Il y a des précédents, hein, d'histoires comme ça. Donc, c'est l'avantage aussi de pouvoir utiliser des outils peut-être localisés chez des prestataires en France qui peuvent avoir pignon sur rue, qui peuvent être très connus, mais qui peuvent vous intégrer un outil spécialement pour vous, ou qui peuvent intégrer un outil américain en France, hein, si jamais c'est vraiment l'outil que vous voulez, du coup, qui va vous garantir en fait ce respect de la législation européenne et française sur la protection de la vie privée et de la confidentialité réelle de vos données, bien sûr. Après, l'enjeu, c'est de réussir à avoir un outil à la fois efficient et en même temps éthique. Et ça, je trouve que c'est franchement pas si simple quand même. Parce on a testé pas mal de trucs et des fois, malheureusement, en fait, entre le choix éthique et où on va vraiment prendre le produit, on va dire, le plus propre, mais malheureusement, en fait, par rapport à des produits, justement, Microsoft ou qui sont hyper chiadés, en gros. Enfin, c'est sûr. Voilà, il faut aussi se dire que peut-être sur certains points on renonce, mais c'est aussi quand on est en une entreprise, on a aussi besoin d'avoir des choses qui fonctionnent bien. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir se nourrir un peu des retours d'expérience. Parce que je vois la question de Mylène, sur quelle messagerie conseillez-vous de créer une adresse mail? Bon, par exemple, moi, depuis 6 mois, je suis arrivée donc, à l'agence Déclic, on utilise Thunderbird. Donc, en termes de messagerie et tout ça, ça fonctionne très bien et tout. Par contre, au niveau agenda, on a des énormes couacs, en fait, qui sont hyper complexes à gérer, donc qui nous font louper des rendez-vous, des trucs dans ce genre-là. Donc, c'est vrai que forcément, c'est un peu gênant, quoi. Donc, typiquement, voilà, on teste, on essaye. Après, c'est vrai que si l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous, il faut aussi à un moment donné se dire, bon, voilà, il faut attendre que ça soit suffisamment mature, qu'il y ait des solutions, en fait, sur le marché qui puissent répondre à notre besoin en tant qu'entreprise, parce qu'on peut, voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement faire des compromis, quoi. Il ne faut pas hésiter à s'approcher. Conseil, toi, Gaël? Alors, pour héberger les emails, il y a pléthore de prestataires en France qui sont capables de vous fournir ce service, que ce soit localement. Là, je ne sais pas si la majorité d'entre vous sont à Nantes, probablement dans le Pays de la Loire, mais vous pouvez reprocher de plein d'entreprises de services informatiques qui sont capables de vous fournir un service d'hébergement de mail avec des interfaces web qui vont permettre de consulter vos mails partout. Après, en client mail, comme tu disais, donc Thunderbird, effectivement, moi, c'est ce que j'utilise au quotidien, mais j'utilise pas mon calendrier à l'intérieur, j'avoue. On a une solution de stockage cloud, en fait, auto-hébergée, basée sur un logiciel libre aussi, du coup, qui s'appelle Nextcloud, qui est un développement collaboratif. Comment Nextcloud, t'as entendu? Aussi, c'est le cloud français, là, on l'utilise. Ouais. C'est très très bien. Et pareil, vous pouvez soit l'héberger chez vous, soit le faire héberger par un hébergeur, soit voilà, acheter une instance chez quelqu'un en France ou localement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables de le faire dans le Pays de la Loire. Oui. Du coup, donc on parlait effectivement le ratio efficacité et liberté RGPD. On peut voir que les solutions les plus libres ne sont pas forcément les plus efficientes sur ce graphique, malheureusement, à ma grande tristesse. Donc, on peut voir à droite, par exemple, donc ça, c'est des mesures d'impact qui ont été faites par une boîte de Nantes qui s'appelle Greenspector, qui sont assez précurseurs, on va dire, sur la mesure et le calcul des impacts écologiques.
Ils ont travaillé au tout début à la création d'un outil en fait, qui leur permettait de faire la mesure d'impact carbone, notamment avec l'école d'ingénieurs l'ESEP à Angers. Il y a déjà pas mal d'années, ils ont été les premiers, je pense, à travailler sur le sujet au niveau d'ADN Ouest. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de données à transmettre et de savoir là-dessus. Donc là, en fait, ils ont fait des mesures d'impact carbone, donc de solutions de visioconférence. Alors, ils ont pris en compte surtout le côté applicatif et le côté transfert réseau. L'impact du data center concerné par la solution, ils n'ont pas les données. Donc, ils ne peuvent pas forcément les mesurer, mais ils peuvent les déduire par rapport à l'impact réseau. On peut se dire qu'il y a une certaine proportionnalité normalement. Donc, si on prend le tout rouge tout à droite, c'est Jitsi. Donc, en fait, Jitsi, c'est une solution, Jitsi, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est protocole de téléphonie sur Internet à la base et qui propose une solution de visioconférence en logiciel libre qu'on peut installer soi-même ou qu'on peut utiliser chez eux en mode démo. Donc, elle est très, très simple. On clique sur un lien, on arrive, il y a une visio, point barre, pas besoin de créer de compte, rien. Et c'est auto-hébergé. Celle qui est juste à côté, Infomaniac Meet, en fait, c'est la même technologie que Jitsi, parce qu'en fait, ils ont fait quelques modifications. En fait, c'est le même outil, les deux avant. Mais Infomaniac est une boîte qui est basée en Suisse et qui a des data centers qui travaillent essentiellement avec de l'énergie verte et qui ont fait beaucoup d'efforts en fait sur cette partie Green IT. C'est pareil, en Europe, c'est quasiment ceux qui ont pris ce sujet-là le plus tôt, on va dire, sur l'impact écologique des data centers. C'est un peu leur marque de fabrique, on va dire. Alors, ça commence à venir maintenant un peu dans les data centers régionaux. En Bretagne, notamment, il y a des initiatives intéressantes qui se passent sur les data centers green. Mais eux, on va dire que c'était un peu les précurseurs. Donc, on voit que malheureusement, ils ont beau avoir des pratiques éthiques, les optimisations liées à l'outil ne souffrent pas la comparaison avec des outils qui sont dits propriétaires, donc dits non libres, donc pas auto-installables, mais adossés à des grosses entreprises, la plupart du temps américaines, telles que Zoom que nous utilisons actuellement, qui est parmi l'un des plus propres, ou GoToMeeting, WebEx, que même dans mon entreprise, alors qu'on est fan de logiciel libre, on utilise encore un peu, qui est adossé à Cisco, si mes souvenirs sont bons. Skype, que bien sûr tout le monde connaît depuis maintenant beaucoup d'années. Donc Microsoft Teams se trouve à peu près au milieu du tableau. Il y a Google Hangout qu'on peut voir. Et donc ça, c'est vraiment l'impact que va avoir l'outil de visioconférence. Alors après, attention, c'est avec de la visio, hein. Si vous supprimez la vidéo et que vous ne gardez que le micro, l'impact est hyper faible. Et là, du coup, il est quasi similaire sur tous les outils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la vidéo qui est l'impact le plus majeur. Donc, sur une réunion, par exemple, en bonne pratique, ça peut être en début de réunion, on met tous la vidéo pour se dire bonjour parce qu'on ne s'est pas vu, que ça fait plaisir. Après, une fois que c'est passé, on coupe tous notre vidéo et on continue qu'à la voix pour la suite de la réunion et on réduit énormément l'impact. Parce que l'impact de la voix est vraiment négligeable par rapport à l'impact de la vidéo. Et puis aussi qu'on puisse s'appeler, parce que je me rends compte aussi, peut-être que vous aussi, dans les pratiques, on a tellement fait de visio que maintenant, même quand on est deux dans un échange, en fait, on se dit, on se fait une visio. C'est vrai. En fait, on pourrait peut-être juste se passer un coup de fil, non? Parce que du coup, c'est quand même un petit peu, simple. Et même, en fait, c'est reconnu que, j'ai lu plusieurs articles là-dessus dernièrement sur le fait que ça soit plus confortable, en fait, intellectuellement d'avoir quelqu'un au téléphone et que ça demande, en fait, un effort supplémentaire d'écouter des gens en visio parce qu'il y a forcément un décalage qui demande en fait un effort cognitif et qui est vécu comme quelque chose d'assez fatigant. Donc, a priori, là, on est en train de se fatiguer, je pense. Et c'est assez intéressant. Mais en fait, c'est beaucoup plus fluide au téléphone. Donc, je pense que voilà, il faut aussi à un moment donné se dire est-ce qu'on a réellement besoin quand on est deux, voire même trois, parce que moi, j'ai l'option avec mon téléphone, là, on peut être trois interlocuteurs en conférence téléphonique et ça se fait super bien. Et finalement, c'est assez fluide. Et puis, ça permet aussi de ne pas être collé à l'écran toute la journée et de pouvoir circuler dans son logement ou son bureau. Et je trouve ça, finalement, des fois aussi, c'est un peu revenir aux bases, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin, en fait, d'être devant l'écran, quoi? Pas toujours, finalement. C'est vrai. Et tu as parlé d'inclusivité tout à l'heure, et c'est vrai que c'est aussi moins discriminant pour les personnes qui sont situées dans des zones où Internet n'est pas très performant, parce que du coup, par téléphone, elles auront la même fluidité que les autres, alors que en visio, parfois, certains, c'est un peu, s'ils sont un peu dans la campagne, par exemple, vont être en télétravail un peu gênés dans leur usage, et du coup, perdent sûrement des morceaux d'information.
On va parler maintenant des sites internet, bien sûr. Site internet, quasiment toutes les entreprises en ont une maintenant. On en a un maintenant, pardon. Développement sur mesure ou logiciel. Ça dépend de l'activité que vous avez, bien sûr. Donc, le site internet, comme tout le reste, a bien sûr un impact dans le monde réel. Et vous allez avoir un site pour différentes raisons. Ça peut être pour juste référencer votre entreprise, lister vos produits, présenter vos activités, avoir toute cette vie commerciale et marketing sur Internet, de représentativité, ou pour un but d'usage pour vos clients. Par exemple, ça peut être un outil en ligne qui va permettre de faire le suivi de vos indicateurs de production au niveau de vos entreprises et va permettre, par exemple, à, je sais pas, des filiales ou à des acheteurs de vérifier ces indicateurs. Donc, il faut voir que sur Internet, la plupart des sites web maintenant, avant, on faisait des sites 10 plaquettes tout simples avec une belle photo, un joli titre, 2-3 coordonnées et des informations vraiment vitales. De plus en plus, on commence à faire des sites à extension. Pourquoi? Parce que les technologies ont évolué, parce que on va dire le monde du développement logiciel, particulièrement sur le web, est très très prolifique en nouvelles fonctionnalités, toutes plus jolies et plus fun les unes que les autres. Ce qui nous pousse en fait à cette espèce d'inflation de l'usage et qui aboutit derrière à 45% un constat en fait que 45% des fonctionnalités ne sont pas vraiment utilisées en fait sur ces sites. Vous pouvez vous dire qu'en gros il y a la moitié de votre site web dont vous auriez pu économiser du temps de développement et de la ressource pour le faire tourner. Alors, si on lit ça au fait qu'en plus, le poids des sites a augmenté parce qu'on a rajouté des images avec des plus grosses définitions, hein, ceux qui se rappellent le web des années 2000, ou même encore avant, où on attendait que les pages commencent à se charger très progressivement. Du coup, on cherchait l'économie de moyens. Maintenant, on est en ADSL à minimum, ou en fibre, ou en 4G au moins. L'image, elle se charge instantanément, même si elle est énorme. Du coup, on fait beaucoup moins d'efforts sur ce point-là, ce qui est dommage, parce que du coup, on a, entre guillemets, fait grossir les tuyaux pour réussir à faire passer tout ce flux. On a augmenté la puissance des machines pour les afficher. Votre navigateur web, je pense que sur votre ordinateur, je ne sais pas combien d'onglets vous avez en continu et quelles ressources mémoire et processeur donc, le cerveau de l'ordinateur et sa mémoire y consomment. Mais c'est probablement l'une des applications qui tire le plus actuellement sur votre ordinateur. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion par rapport à ces usages, voir en fait comment est-ce qu'on pourrait économiser du coup cette consommation. Donc ça, dans ces cas-là, on parle de sobriété numérique, sobriété fonctionnelle. Voilà, tout à fait. On va faire un petit listing des outils après, justement. Sobriété fonctionnelle. Donc l'idée, c'est la frugalité. Pourquoi? Donc c'est lister les fonctionnalités. Donc c'est aussi bien, normalement, si vous vous rapprochez d'un prestataire ou d'un conseil qui est spécialisé dans ces domaines, c'est la démarche qui doit vous amener à faire. C'est la partie éco-conception, en fait. Donc, c'est d'abord lister les fonctionnalités, voir avec vous desquelles vous avez vraiment besoin. C'est une mesure, en fait, entre, on va dire, l'impact écologique de la fonctionnalité et son impact fonctionnel réel ou son impact clientèle réel. Et du coup, après, à partir de ça, on va faire le tri. C'est-à-dire, typiquement, on va prendre un truc simple. Quasiment toutes les cartes, tous les sites web ont une carte. On est là. Regardez, c'est super, on est là. Est-ce que cette carte est vraiment utile par rapport à la consommation? Il faut voir que c'est l'un des trucs les plus consommateurs sur un site. C'est juste afficher la carte de Google, là, parce que souvent, c'est celle-là qu'on utilise. Est-ce que vraiment elle est utile? Est-ce qu'une simple capture d'écran marcherait ou pas? Voilà. Donc ça, c'est pour essayer de réduire la taille des éléments, diminuer les tailles d'images, donc comme diminuer les tailles de vidéos, comme le disait Elner tout à l'heure aussi, et choisir bien sûr un hébergeur. Après, en France, ce que je vous disais, le cloud est très consommateur. Le fait que ça soit loin fait que ça passe par des relais, comme pour Netflix ou la vidéo. Et du coup, il faut réussir à faire ces choix-là et à analyser chaque élément pris séparément pour essayer d'être plus sobre en fait dans l'usage global. Parce que votre site, une fois qu'il sera en ligne, il va avoir une durée de vie relativement longue. Donc on peut parler rapidement des outils. Donc j'ai évoqué vite fait l'INR tout à l'heure. Ils ont fourni un outil qui permet de faire un calcul rapide de l'impact environnemental. C'est une sorte de calculatrice en ligne. Hein. Elle est c'est simple, c'est des questions assez basiques qui va vous permettre de vous positionner et éventuellement de voir vos évolutions dans le temps. On peut parler de Carbon Analyzer,
qui est lui un outil en mode d'extension de navigateur qui va vous donner une idée de l'impact que vous avez en temps réel par rapport à votre navigation sur Internet. Ça va vous permettre de vous dire, ah là, mince, j'ai passé trop de temps sur, alors là, sur la capture sur The Independent. C'est là que j'ai consommé majoritairement. Peut-être que j'ai regardé des vidéos aussi sur YouTube. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que finalement, j'aurais peut-être dû fermer cet onglet? Finalement, il tournait et il a consommé alors que j'étais pas dessus. Voilà, toutes ces questions-là qui peuvent se poser. Il y a un outil, l'Eco-Index, qui lui permet de tester votre site web ou le site web de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si vous avez envie, en fait, vous rentrez le site dans la page. Il va faire une petite analyse statique rapide. Alors, ça ne remplace pas une vraie analyse complète d'éco-conception, hein, mais ça vous donne une première idée, un premier indicateur sur comment je me place. Alors, ce qui est sympa dans cet outil, c'est le côté placement, en fait. C'est-à-dire que la note, dans l'absolu, elle ne vous apportera pas grand-chose. Mais par contre, ça va vous permettre de voir sur la barre où est-ce que vous vous situez, si vous êtes plutôt bien ou plutôt pas bien. Et aussi, pareil, comparer dans le temps l'évolution des développements. Voilà. Donc, j'espère que cette partie n'a pas été trop longue et trop, trop verbeuse et que vous avez... Est-ce que vous avez des questions complémentaires? On a un peu répondu dans le flux, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce point ou si on peut passer du coup à la suite. On essaiera de vous envoyer toutes les ressources après. Oui. J'ai toute une liste d'outils encore complémentaires, si vous voulez, qu'on avait constitué à ADN, qu'on pourra vous transmettre aussi si ça vous intéresse. Je vous rassure, on va être plus synthétique hein, sur les deux autres parties. Toute la journée, en fait. My bad. C'est pas jusqu'à midi. Alors, est-ce que compléter ces actions par de la compensation carbone a un sens? Alors, c'est un vrai débat. la question de la compensation, en fait, ce qui est intéressant, mais ça, je pense que c'est sur tous les sujets en matière de développement durable, hein, c'est valable pour le numérique, mais sur plein d'autres périmètres et de champs d'action. Je pense que la compensation, c'est effectivement une solution intéressante, mais ce qu'il faut d'abord essayer d'identifier, c'est là où sont nos impacts et comment on peut faire en sorte de réduire un maximum nos impacts. Et une fois qu'on a fait vraiment, qu'on a été au taquet, du taquet pour moi sur le sujet, là, on peut se dire, sur en fait, ce qui va rester, on peut effectivement envisager des solutions de compensation. En sachant que pour les solutions de compensation carbone, c'est aussi important de bien choisir en fait ce vers quoi on va aller en termes de solutions, parce que on voit aussi qu'il y a de plus en plus en fait de choses qui émergent. On parle beaucoup de la plantation d'arbres, voilà, un peu partout dans le monde, et que c'est aussi de plus en plus critiqué parce que c'est pas forcément toujours non plus aussi vertueux que ce qu'on imagine. Donc pour moi, voilà, c'est d'abord je réduis un maximum mes impacts. Ensuite, il y aura toujours une part d'incompressible parce qu'une activité sans aucun impact, je ne pense pas que ça puisse réellement exister. Mais vraiment, dans un premier temps, d'abord mesurer l'impact et ensuite, pourquoi pas compenser effectivement ce qu'il reste et compenser intelligemment, quoi. C'est ça. Hop. Donc, je vous propose de passer à la suite. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas vous griller du temps et puis qu'on respecte bien le timing. Donc, je vous propose qu'on continue sur la même logique, c'est-à-dire si vous avez des questions, vous nous interpellez en direct et puis comme ça, on y répond dans le flux de la discussion et on réussit à terminer à l'heure. Alors, sur la question du numérique inclusif. À votre avis, en 2018, le pourcentage de femmes en France dans le secteur du numérique, est-ce qu'on est à 11, 28%, 32% ou 36%? Je vous laisse utiliser le chat pour pouvoir nous répondre. Beaucoup de 11% pour démarrer. Ensuite, c'est un peu plus élevé. 28, 32. Alors, je vais vous donner la réponse. On est à 28% de femmes en 2018 dans le secteur du numérique, sachant que ce qui est assez intéressant, c'est que on se rend compte que déjà, il y a peu de femmes dans le secteur du numérique, donc à peine un tiers, et qu'en plus, les femmes qui sont dans le secteur du numérique sont assez souvent et assez régulièrement plutôt sur les fonctions support, et finalement, on les retrouve assez peu sur les métiers techniques.
Donc voilà, c'est un double enjeu, quoi. Et ce qui est aussi un phénomène assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en France, on est dans une dynamique inverse, c'est-à-dire que c'est de plus en plus accentué le fait que les femmes soient peu dans le numérique. C'est un secteur qui devient de plus en plus masculin. C'est quand même un peu inquiétant puisqu'on pourrait imaginer que en fait, les choses aillent dans le bon sens et qu'il y a quand même beaucoup d'actions et pas mal de projets pour justement inciter notamment les jeunes femmes à s'intéresser au numérique, des ateliers de code. Enfin, on voit pas mal de choses qui émergent un peu de tous les côtés. Et malheureusement, on voit quand même pourtant cette tendance de fond d'une baisse en fait des femmes dans le secteur. Et une tendance de fond qui est assez dissonante par rapport à ce qu'on peut observer en Europe et dans d'autres pays. En fait, je pense par exemple à l'Inde, où au contraire, en fait, il y a un accroissement extrêmement fort en fait du nombre de femmes. Donc, on est vraiment sur une spécificité culturelle française qui questionne. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que non seulement les femmes ont de la difficulté en fait à aller vers les métiers du numérique, notamment liés à la question des stéréotypes et au fait que on continue toujours de laisser penser que les sujets techniques sont le domaine privilégié des hommes, alors que pourtant rien ne prédispose les hommes plus que les femmes à aller sur les métiers techniques, mais ça reste quand même un a priori qui continue en fait de vivre et de rayonner en fait dans la société. Donc les jeunes femmes ont du mal à aller vers ce genre de métier et en plus quand elles y vont, ce qu'on constate c'est qu'il y a aussi parfois dans certaines entreprises, je ne fais pas de généralité bien sûr, mais dans certaines entreprises du numérique aussi une certaine forme de sexisme qui fait que les femmes en fait ont un taux de turnover qui est 2 fois plus important que celui des hommes. Donc c'est-à-dire que déjà, on peine à les faire entrer dans le secteur du numérique et quand elles y vont, en fait, elles en ressortent beaucoup plus facilement que les hommes. Donc, ça fait un double enjeu et un double sujet important, évidemment, à traiter. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de regarder, souvent on associe le numérique au geek, au nerd. Donc, quand on fait une petite recherche sur Google et qu'on tape geek, voilà toutes les figures qui ressortent en premier lieu. Donc, on voit bien que c'est plutôt le garçon ou l'homme, en fait, avec un certain nombre de stéréotypes autour justement de cette figure du geek, mais en tout cas, on voit très peu de femmes en fait. Et moi, je m'amuse souvent. Je travaille beaucoup sur la question des stéréotypes parce que initialement, je suis sociologue de formation, donc j'aime bien m'intéresser à ce genre de sujet. Et je trouve que les moteurs de recherche sont toujours hyper intéressants. C'est assez révélateur en fait en général quand on cherche quelque chose. Je me suis amusée, par exemple, dernièrement à faire une recherche pour une formation que j'ai montée sur les stéréotypes de genre sur les femmes politiques. Et c'était intéressant, en fait, de voir, par exemple, que Google, dans les actus, la première chose qui remontait, c'était la tenue vestimentaire de Kamala Harris, en fait. Et que finalement, le premier sujet qui remontait, c'était ça, ou un article d'un magazine féminin qui parlait de la beauté des femmes en politique. Je trouvais que c'était assez intéressant en termes de marqueurs. Donc, je vous invite à faire cet exercice sur certains sujets. Donc, voilà, pour la figure du geek, voilà ce qui apparaît. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on peut agir durablement et déjà pourquoi on doit agir? Parce que peut-être que certains d'entre vous se disent, mais à la limite, s'il y a moins de femmes, est-ce que c'est vraiment un sujet en soi? Peut-être pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, on les retrouve dans très peu de familles professionnelles. Elles sont surreprésentées vraiment dans 11 familles professionnelles sur environ 80, là où les hommes sont surreprésentés dans 30 à 40 familles professionnelles. Donc finalement, les femmes, on les retrouve à peu d'endroits dans le monde professionnel, beaucoup les métiers du care, de la santé, les métiers où on prend soin des autres. Toujours sur la question des stéréotypes. Et donc, souvent, ces secteurs professionnels, c'est les secteurs aussi les moins rémunérateurs et les plus précaires. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une différence quand même en France salariale, tout temps de travail confondu et tout métier confondu, de 23% entre les femmes et les hommes.
Et que pour moi, le fait d'attirer les femmes aussi vers des secteurs comme le numérique, qui sont des secteurs en plein essor et sur lesquels en fait il y a aussi des possibilités en termes de développement de carrière qui sont quand même assez intéressants, ça contribue plus largement en fait à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc je pense que c'est un vrai enjeu de société de réussir ce pari, ce challenge. Les leviers à activer, c'est notamment le fait de construire davantage de rôles modèles. Et donc, si je fais de nouveau le parallèle par rapport à la politique, en fait, on se rend compte aussi que pour pouvoir en fait se projeter et aller vers ce type de métier, il faut aussi s'identifier à des gens à qui on a envie de ressembler. Et aujourd'hui, dans le milieu du numérique et de l'informatique, on voit beaucoup de figures masculines, mais finalement aussi assez peu de figures féminines. Donc, je pense que ça pourra aussi contribuer à donner envie aux jeunes femmes. Et puis, continuer de sensibiliser, bien sûr. Il y a des réseaux aujourd'hui qui le font à travers les territoires, sensibiliser les filles et leur donner envie, en fait, d'aller sur ces métiers-là. Et puis, démystifier un peu le numérique et l'image qu'on peut en avoir. Et puis, de pouvoir aussi valoriser la diversité des métiers, en fait, dans le secteur du numérique, parce que il y a certes le code, mais il n'y a pas que le code, donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, pour moi, ces deux éléments-là peuvent participer à aller vers plus de femmes dans le secteur du numérique. Donc il y a la chaîne ADN Ouest aussi que vous pouvez regarder avec un certain nombre de vidéos et une attention qui a été portée aussi à avoir à la fois des femmes et des hommes qui prennent la parole en fait sur leur métier, leur quotidien et ce qui les anime en fait dans leur mission. Voilà, pour la question des femmes. Je vous le fais un peu en accéléré, je suis désolée, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, un autre sujet qui est important sur la dimension de l'inclusion, c'est la question de la fracture numérique. Donc, tu l'as évoqué tout à l'heure, Yves-Gaël. Donc, on a 20% de la population française qui est concernée, donc un Français sur 5. Voilà, c'est 13 millions de Français qui sont considérés éloignés du numérique. Alors, on a 3 catégories de personnes qui sont concernées. On a les seniors, qui, contrairement en fait aux générations X, Y, Z, etc., sont nés ou en tout cas ont connu plus rapidement tous les outils et sont quand même assez familiers. Et puis, on a encore des générations forcément plus anciennes qui ont découvert quand même sur le tard et pour qui c'est plus compliqué aussi forcément de les prendre en main et qui sont plus dans le cadre scolaire, etc. Donc, pour qui c'est pas forcément simple en fait de monter en compétence sur ces outils-là. On a aussi toutes les personnes qui sont considérées comme en zone blanche, dans des zones où en gros la connexion n'est pas de bonne qualité et qui rend les usages forcément assez compliqués. Et puis on a aussi les gens qui peinent tout simplement à utiliser les outils et qui ne sont pas à l'aise en fait. Alors on se rend compte que ce n'est pas tant une question d'équipement, mais que c'est surtout en fait une question d'usage. Et c'est important aussi de bien être dans la pédagogie sur comment j'utilise l'outil. Et on le voit par exemple quand on prend l'exemple des fake news et de tout ce qui peut circuler en fait sur Internet. Ne serait-ce que déjà pouvoir être dans le fait de sensibiliser notamment les jeunes en fait dans l'usage d'Internet, dans comment je détecte si une information est fiable, quels sont les éléments que je dois creuser, comment m'assurer en fait qu'une information est réellement vraie, en fait, de multiplier mes sources, de m'assurer que mes sources en fait soient vraiment des sources de qualité. Pour moi, c'est plein de choses sur lesquelles c'est important d'utiliser aussi le cadre scolaire de formation pour venir amener des réflexes sur ce sujet-là, parce qu'on voit qu'après, ça peut avoir quand même des dégâts assez importants et qu'il y a beaucoup de choses qui circulent et beaucoup de conneries, quoi. Voilà. Donc, quelques ressources sur le territoire. Donc, on a plusieurs réseaux qui s'emparent de ces sujets, et notamment Ping au niveau de la métropole nantaise et qui fait pas mal d'ateliers de sensibilisation, justement pour les gens qui ne savent pas forcément comment utiliser Internet et leur donner aussi quelques clés, et puis des ateliers assez divers et variés. Il y a l'initiative aussi Emmaüs Connect. Alors, ils ne sont pas encore sur Nantes, mais ils sont présents dans pas mal de villes en France. Et ils proposent notamment des ateliers de sensibilisation dans les quartiers prioritaires. Et donc, c'est aussi assez intéressant en termes de démarche et ça permet à des personnes qui ne sont pas à l'aise en fait, de se familiariser avec les outils.
Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus la norme et que, en fait, quand on n'utilise pas l'outil informatique, on se retrouve un peu coupé du monde. Et c'est vrai que maintenant, ça devient, enfin, pour toutes les pratiques administratives, même prendre un billet de train dans une ville de province aujourd'hui, enfin, si on n'utilise pas l'appli, enfin, ça devient compliqué. Donc, quand on pense à des personnes âgées, enfin, voilà, c'est important aussi d'être dans l'inclusion et de se dire, certes, il y a le gros de la masse qui suit, mais en fait, il faut regarder tout le monde et essayer de faire en sorte que ça soit davantage inclusif. Et puis un dernier point après sur la question de l'accessibilité. C'est important aussi, on parlait tout à l'heure des sites internet, d'avoir des contenus qui soient consultables par tous les internautes. Et donc tout en majuscule, c'est-à-dire voilà, en situation de handicap, valide, senior, etc. Et qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 12 millions de personnes en France qui sont touchées par un handicap. Donc le handicap, il peut être visible, il ne l'est pas forcément. Et que quand on construit un outil, quand on est une entreprise ou quand on est une association, une organisation, c'est important de faire en sorte que cet outil soit accessible à tous. Et c'est un point qu'il ne faut pas négliger en fait quand on est dans un montage de projet, et il ne faut pas hésiter à solliciter aussi les agences web éventuellement qui vous accompagnent pour leur demander de mettre en place des bonnes pratiques. Et il y a des choses relativement simples à mettre en place et qui facilitent le quotidien des personnes qui sont en handicap. Il y a 4 exigences, en fait, on a parlé de la RGPD tout à l'heure, il y a le référentiel, en fait, justement pour l'accessibilité, le RGAA, en traduction française. Pour qu'un site soit accessible, il faut qu'il soit perceptible, utilisable, c'est-à-dire que vous puissiez utiliser et la souris et le clavier, compréhensible et robuste. Voilà les 4 exigences qu'il faut avoir en tête. Donc, évidemment, adossé à un certain nombre de bonnes pratiques. On vous invite à creuser, mais voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a peu de sites internet qui s'emparent de cette norme et que voilà, il y a peu de sites qui sont vraiment réellement accessibles. Donc, pour moi, c'est un vrai enjeu de société aussi de réussir à le faire. Et par exemple, ne serait-ce que je sais que j'utilise par exemple WordPress dans certains projets, et le fait par exemple d'écrire du texte quand on met une photo en fait sur une page et de pouvoir ensuite à côté mettre du texte, enfin, c'est des choses qui prennent quelques secondes et qui facilitent vraiment le quotidien de certaines personnes qui circulent en fait sur le web. Il faut savoir que ce référentiel RGA s'impose aux administrations françaises actuellement. C'est-à-dire qu'un site de l'État ou d'une collectivité à destination du public est censé être conforme au règlement général de l'accessibilité. Donc c'est normalement une exigence. Alors actuellement, malheureusement, ce n'est pas encore le cas de tous, mais ça commence à venir progressivement, et heureusement, parce que de plus en plus de démarches sont dématérialisées, comme disait Anne-Laure. On vous mettra le lien vers la norme justement dans les sources, là, si vous voulez creuser. Je vois la question d'Aurélie. Et enfin voilà, il y a des choses relativement aisées à mettre en place, et je pense que voilà, c'est important de bien les avoir en tête. Donc voilà quelques ressources. On vous invitera aussi à aller voir, mais donc notamment des réseaux de femmes en fait qui se sont emparés du sujet et qui proposent en fait un certain nombre de contenus justement pour sensibiliser en fait aux enjeux du numérique. Voilà, n'hésitez pas à creuser. Et puis l'éthique, donc du coup, Evgaël, on a 5 minutes. Ah. Plus ça va, plus ça Je se suis finit. désolé, je suis vraiment désolé, je pensais que ça finissait plus tard. Je suis bavard de nature. Oui, je vais faire On vite. va aller assez rapidement. De toute façon, c'est des parties. Enfin, c'est vrai que la première partie, c'est la partie la plus volumineuse, donc on va être un peu plus concis. Ah, oui, Ah, oui, bien sûr. je mets la diapo. Hop. Donc, il y a Estime Numérique, qui est un réseau qui est à Rennes. Femmes du Digital Ouest, donc ils sont présents un peu partout dans l'Ouest, mais en tout cas, ils sont localisés sur Nantes. Women at Nantes, comme le nom l'indique, Nantes. Et Femmes Ingénieurs, c'est un réseau national. Et puis, avec justement des antennes un peu partout en France. Voilà. Ouais. Mais les femmes sont bien représentées à ADN, il n'y a pas de... On essaye de tracer paritaire. Donc, sur la partie éthique, je vais faire très très vite. Dans ce cas-là, est-ce que vous seriez prêt à vendre vos données à vos infos de géolocalisation, vos historiques de recherche à une entreprise à but lucratif?
petit sondage. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, le résultat, c'est le plus gros chiffre. C'est 59% de Français qui seraient prêts à vendre ces données. C'est inquiétant. En fait, c'est essentiellement pour des raisons de confort, hein, comme on peut le voir. Après, là, avec l'augmentation de notre dépendance avec le Covid, entre autres, on a vu une évolution des pratiques le long du confinement, et il y a sans doute une prise de conscience en fait de l'importance de ces données personnelles. Ça a fait le sujet de beaucoup de débats ces derniers mois sur Internet et autres. Et en France, on a la chance d'avoir donc la CNIL qui travaille sur le sujet, et des réglementations européennes très protectrices de la RGPD qui est assez unique en fait d'un point de vue international. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter le site de la CNIL et à, ce qu'on disait tout à l'heure, à signaler dans les cas de mauvaises pratiques de revente de vos données personnelles. Et ça a permis quand même de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques dans les entreprises, parce que c'est Oui. vrai qu'on avait, je pense, dans beaucoup de boîtes, un peu la culture du fichier Excel, de la base de données qu'on arrose à chaque fois avec des nouvelles invitations, de nouvelles choses. Et que bon, là, je pense que ça a permis de remettre un bon coup de crosse dans la plupart des boîtes, donc ça, c'est plutôt chouette. Tout à fait. Donc, bien sûr, l'un des l'un des soucis qu'on a eu, et d'ailleurs, c'est le sujet de débat pendant le premier confinement plus qu'à suivre, c'est le solutionnisme technologique. C'est-à-dire que là, par exemple, on avait une grosse épidémie avec le Covid. Première réaction, c'est on va créer une application. Comme ça va nous permettre d'endiguer l'épidémie. Alors, bien évidemment, ça n'a pas marché parce que la technologie numérique n'est pas la solution à tous les problèmes. C'est un outil comme un autre qui peut servir, qui peut aider. Finalement, l'argent qui a été mis dans cette application aurait peut-être été mieux, aurait sans doute été mieux utilisé dans les instituts de recherche français sur une solution, on va dire, médicale du problème, et non dans un espèce de solutionnisme technologique. De la même façon, sur la partie insécurité, il y a une espèce d'emballement un peu face aux technologies, notamment de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. L'utilisation de drones par la police, par exemple, qui a été fait et qui a été retoqué par la CNIL parce qu'ils n'avaient en fait pas les autorisations sur des manifestations à Paris, etc. etc. Donc, le problème, c'est que au lieu que la politique guide l'outil, parfois c'est un peu l'outil qui guide la politique, et on voit une espèce d'emballement des pratiques parce que comme on peut le faire, on va essayer de le faire, alors que finalement, on devrait se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Un peu de la sobriété finalement aussi là-dessus, dans la réflexion et dans l'approche technique. Donc, il y a eu le débat, bien sûr, sur la 5G. On en parlait tout à l'heure en termes d'impact économique, écologique. Je ne sais pas si ce débat, vous l'avez suivi beaucoup ou pas. Ça a fait l'objet de pas mal de petits cafés, discussions, vie privée, notamment au sein d'ADN Ouest. Donc, la question était, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Alors, il y a des réponses technologiques pures qui disent oui, c'est utile parce qu'en fait, une fois qu'on aura tout changé, ça consommera moins. Ça, c'est des choses qu'on a pu entendre. Il y a eu des réactions de mais oui, à quoi ça va servir? Alors, il y a eu des emballements sur est-ce que la 5G ne veut pas servir finalement à transiter plus d'informations, et que du coup, le but de transiter plus d'informations, c'est aussi de récupérer plus d'informations personnelles sur les gens. Est-ce que c'est pas le but de mettre plus en place de plus de vidéosurveillance? La question aussi, c'est nouveau réseau, nouvelle capacité. Est-ce que votre téléphone est compatible? Donc là, on reboucle avec les sujets d'au-dessus, c'est-à-dire on sort la 5G, mince, mon téléphone n'est pas à jour, il va falloir que j'en rachète un. Donc, on voit bien qu'un choix un peu politique de la France ne doit pas avoir de retard technologique par rapport à ses voisins, en fait, entraîne du coup une somme d'impact, un rouleau compresseur d'impact écologique et économique sur les décisions qui peuvent être prises, qui peuvent sembler bonnes d'un premier abord, mais finalement qui ont un impact énorme. En tout cas, d'une manière générale, ce qu'on vous conseille, c'est de toujours s'interroger, parce que finalement, on reçoit un certain nombre d'évolutions, d'innovations, et en fait, toujours se questionner sur le besoin réel, et voilà, de pas en tant qu'aussi de nouveaux citoyens, consommateurs, salariés, etc., de pouvoir s'emparer des sujets et de se demander si on en a réellement besoin.
Et donc, pour faire le lien, on parle souvent d'effet rebond, c'est-à-dire que sur le moment, une innovation va vraiment produire un réel effet positif parce qu'elle va permettre de minimiser l'impact. Sauf qu'en fait, on va massifier en fait l'usage, puisque de plus en plus de gens vont s'en emparer, ce qui fait que quand on regarde vraiment sur le cycle de vie, finalement, on va faire exploser l'impact en réalité. Donc voilà, pour moi, en tout cas, ce qui est assez important là-dessus, sur la partie de l'éthique, c'est toujours se questionner en fait. Et voilà, on a beaucoup créé de besoins ces dernières années et on constate aujourd'hui que voilà, on est un peu prisonnier de tous ces besoins. Donc, je pense que c'est important de se dire à un moment donné de poser les choses et pas forcément subir tout ça, quoi. Et donc, ça fait le lien justement avec, par exemple, des techniques de consommation comme le Black Friday qui a été voilà, popularisé ces dernières années en France. Et donc, où on est sur un record de consommation, où bah, voilà, d'un point de vue environnemental, c'est une vraie cata. Et puis, ça pose aussi des questions sur qui le pratique, que des grosses entreprises, des franchises, etc. Enfin, voilà, sur les petits commerçants. Quand on va par exemple à Amazon ou des grosses boîtes comme ça pose beaucoup de questions. Donc, c'est aussi s'interroger où j'achète mes produits et est-ce que j'en ai réellement besoin, le sujet de la consommation responsable. Et puis, vous avez des marques qui se sont engagées, notamment, dont certaines l'utilisent forcément un peu à des fins marketing, mais ça a au moins la vertu aussi de dire à un moment donné, aussi en tant qu'entreprise, moi, je choisis de ne pas rejoindre ce mouvement et je me mets en décalage par rapport à tout ça. Et voilà, et pourquoi pas aussi, on l'a évoqué tout à l'heure pour le téléphone, le réemploi. Il y a plein d'autres manières en fait de consommer qui sont beaucoup plus responsables et puis de s'interroger déjà de base sur est-ce que j'en ai réellement besoin? Je pense que c'est un peu la question, voilà. Et peut-être juste sur la question des solutions, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, mais de toujours réfléchir à avoir des solutions qui soient respectueuses de la vie privée. Et tu parlais tout à l'heure, Miguel, de l'appli Covid. Ce qui était assez intéressant, c'était de voir les réactions des gens qui s'offusquaient aussi de l'utilisation des données, de ce qui allait en être fait. Et que, par contre, c'était des gens qui ont des comptes Facebook, Instagram. C'est ça. Et du coup, on se dit, bah, c'est quand même intéressant en termes de signal parce que ça veut dire qu'on n'a pas forcément conscience que par ailleurs, d'une manière surtout assez habile, en fait, on nous pompe plein d'infos, en fait. Et donc, je pense que là-dessus, les gens, ils ont aussi besoin d'être outillés et qu'on leur donne des billes, en fait, pour davantage avoir conscience de tout ça, quoi. C'est vrai que c'est assez paradoxal que les gens craignent plus de donner leurs données à l'État français, finalement, qui les représente et qui a été élu démocratiquement, plutôt que de donner beaucoup plus de données personnelles à des entreprises à but lucratif sur lesquelles on n'a vraiment aucun contrôle et qui sont plus riches que certains États en plus. Donc c'est assez hallucinant. Ouais. Et ce que je vous invite aussi à creuser, c'est la question de l'économie de l'attention et de cet article d'Ouzbek Erika que je trouve vraiment chouette. Sur son lit de mort, personne ne se dit j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. Et c'est vrai que quand on regarde dans son quotidien, et moi la première, hein, on passe beaucoup de temps à regarder les réseaux sociaux, on est happé en fait justement par ce flux d'informations en continu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on met le stop et qu'on réfléchit à son usage, on se dit mais vraiment, enfin, en gros, est-ce vraiment utile d'y passer autant de temps? Donc pour moi, c'est aussi la question, voilà, toujours s'interroger en fait et pas forcément tout prendre comme ça et de se questionner sur à la fois les besoins et ses pratiques, quoi. Donc, vous avez une ressource qui est super intéressante, qui est designer éthique. Vous avez pas mal de choses aussi à creuser. C'est un site vraiment très bien fait, un collectif que je vous incite à aller voir. Et puis, de nouveau, quelques ressources aussi qui peuvent vous permettre d'aller plus loin sur la question de l'éthique. Vous aurez tous les liens dans la présentation. Donc voilà, on arrive à terme. Ça va, on a dépassé que de 5 minutes, on s'en sort pas tout mal. Oui, c'est bien. Alors, on a une réaction de Jacques-Alexandre. Je me demande si les déprimes, dépression nerveuse amplifiées actuellement n'induisent pas des coûts carbone élevés, certes difficiles à mesurer, mais néanmoins importants. Dans quel sens? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Vous pouvez prendre la parole avec le micro si vous voulez expliquer, ce sera peut-être plus facile. Ouais.
Oui, bonjour, c'est Jacques-Alexandre là. Oui, alors simplement, c'est l'idée des heures d'ambulance, des heures d'erreurs que font les gens déprimés, par exemple. Ils vont se balader en Thaïlande parce qu'ils dépriment alors qu'ils pourraient aller à l'hôtel du coin, quoi. Enfin, voilà. C'est tous ces coûts induits par la compensation, voilà, la notion de compensation. Voilà. Et je ne sais pas si je suis clair. J'ai vu justement ce matin un podcast sur France Culture et je me suis dit qu'il fallait que je prenne le temps de l'écouter sur justement les effets positifs que peuvent avoir le confinement, toute la crise sanitaire qu'on vit actuellement, pour repenser justement notre manière de consommer, de voyager, en fait, quelles sont les limites, le périmètre qu'on se fixe et de réfléchir aussi autrement finalement à nos pratiques. Et enfin, je pense qu'on a été très loin dans le modèle en fait dans lequel on était jusqu'à la Covid, et que finalement aussi aujourd'hui on se rend compte que ça permet d'avoir des temps de réflexion et de se dire mais finalement, enfin pourquoi je vais à l'autre bout du monde pour voyager? Il y a plein de trucs sympas aussi à proximité qu'on finalement on prend plus le temps de connaître. Donc peut-être et j'espère que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui va nous permettre aussi de remettre le curseur à d'autres endroits et de pouvoir redéfinir en fait notre manière de vivre en fait tout simplement. Ouais, ça, c'est le côté positif de la balance, du plateau de la balance, mais en même temps, il y a le côté négatif. Il y a des conflits de famille induits. Moi, j'habite à Orient, je m'occupe d'essayer de relier les gens qui sont isolés. Il y a des drames quand même. Il y a des drames dans les familles, quoi. Et ces choses-là sont difficiles à mesurer, mais ça entraîne des hospitalisations, enfin des choses comme ça. Voilà. Et une hospitalisation, c'est des heures d'ambulance, c'est des heures, etc., quoi, voilà. Oui. Oui, oui, complètement. Bah, après, c'est vrai que j'ai tendance à avoir toujours le verre à moitié plein, je suis désolée, mais oui. Mais oui, tout à fait. Il y a aussi évidemment un plein d'effets hyper négatifs, mais c'est vrai que vu qu'on est un peu broyé par la négativité en ce moment, c'est bien aussi de se dire que ça peut aussi produire peut-être des choses assez chouettes dans le long terme. Enfin, j'ai envie d'y croire, mais bon. Ouais, c'est ma vision positive aussi qui est là. Ouais. Merci. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a plein de petites astuces ou de recherches qu'on peut faire assez facilement et des actions qu'on peut mettre en place assez rapidement aussi. Donc, c'est encourageant. Enfin, on n'a pas besoin d'être expert en numérique pour faire ces petites tâches. Donc, c'est bien, c'est positif. Ouais. Puis n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez envie en fait de proposer le contenu dans un autre contexte, que vous avez envie pourquoi pas aussi d'intervenir et de le prendre en main. Enfin, on est vraiment dans cette logique de diffusion, donc n'hésitez pas à nous demander. Vous avez nos contacts en début de présentation, puis elle va vous être transmise avec toutes les sources. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci Anne-Laure et merci Yves-Gaël pour cette présentation. Merci beaucoup et puis merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.